Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous plein de belles choses pour 2018, plein de bonheur, plein de beaux tournages. Désolé pour mon absence les quelques dernières semaines, j'ai fait une petite pause, un petit break pour gérer mes tournages donc qui sont à côté de la chaîne YouTube et pour remettre un petit peu à plat la chaîne. J'ai essayé de voir un petit peu ce que je pouvais faire d'intéressant pour cette année et il y a pas mal de concepts et pas mal d'idées qui vont arriver. Je reprends bien sûr le coaching de chaîne YouTube, les astuces de tournage, je vais essayer de tester un maximum de matériel aussi. Et puis là, un nouveau concept, j'ai décidé de répondre à vos questions en vidéo. Régulièrement, je vais regrouper les questions et je vais essayer d'y répondre de façon concise en vidéo, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Première question d'Alissa Planco qui me dit « J'aimerais savoir quelle optique est optimisée pour la vidéo ?» Alors là, Alissa, c'est une très bonne question. A priori, je te conseillerais les optiques vidéo. Il faut savoir que peu de gens en vidéo tournent vraiment avec des optiques vidéo, surtout sur YouTube. La plupart des gens tournent avec des optiques photo. Quelle est la différence? Une optique vidéo à la bague de diaph dessus, pas l'optique photo. Pour tous ceux qui ont un doute sur ce qu'est le diaph, les bagues de diaph, etc., n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo dessus qui résume un petit peu, qui redonne des notions. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, allez la voir avant de continuer cette vidéo. Donc les différences entre une optique photo et une optique vidéo sont une bague de diaph sur l'optique qui permet de faire un changement de diaph en cours de plan sans avoir d'à-coup dans la luminosité, ce qui est bien pratique en vidéo et pas indispensable en photo. Une optique que l'on appelle parfocale, c'est-à-dire qui garde la mise au point lorsque l'on zoome et dézoome, ce qui n'est pas souvent le cas dans les optiques photo. Un zoom électronique qui permet donc de zoomer et dézoomer de façon fluide. Et une distance de mise au point affichée sur la bague, qui permet notamment en fiction de mesurer la distance de l'objet à l'appareil et donc de faire une mise au point beaucoup plus précise. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça c'est à toi de voir en fonction de tes besoins. Une optique vidéo coûte en général beaucoup plus cher. Une optique vidéo, ça va être, on va dire que là la moins chère que j'ai en tête, elle doit coûter 3 ou 4 000 euros. Une optique photo, tu peux en avoir pour beaucoup moins cher. Donc là, comme ça, si tu me disais dans l'absolu, j'ai des moyens à l'infini, je te dirais, prends une belle optique vidéo. Si tu me dis que tes moyens sont un peu plus réduits, je peux te conseiller comme ça, mais c'est un conseil totalement personnel, la série Sigma Art, qui est pour moi un rapport qualité-prix très bon, mais qui est une optique photo. Deuxième question de Gauthier Veltri, qui me dit « Aujourd'hui, le PAL et le NTSC, on s'en fout, point d'interrogation. » Voilà, rien à dire de plus. Gauthier, tu as raison, on s'en fout. Et c'est quelque chose qui a été un gros souci pour moi pendant quelques années, c'est que les caméras continuaient de marquer PAL ou NTSC dans le menu des caméras, alors qu'on s'en fout, puisque PAL et NTSC, ça ne vaut que pour la SD. À partir du moment où on a commencé à tourner en HD, on ne parle plus de PAL et de NTSC. Le PAL, c'est 25 images par seconde en SD. NTSC, c'est 30 images par seconde en SD. Pour ceux qui ont un doute sur 25, 30, 24 images par seconde, etc., j'ai fait une petite vidéo dessus qui est assez intéressante, un peu concise. J'ai eu pas mal de difficultés à la faire, mais je crois que là, elle est plutôt intéressante et elle est assez rapide à regarder, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un doute. Pour revenir sur ta question, Gauthier, donc à partir du moment où tu ne tournes plus en SD, tu t'en fous. On ne parle plus de PAL et de NTSC, d'ailleurs les caméras ont corrigé ça depuis quelques années. Aujourd'hui, il y a marqué 50 Hz ou 60 Hz, ce qui est un choix beaucoup plus clair. 50 Hz, c'est tous les multiples de 25, 25 images par seconde, 50, 100, etc. 60 Hz, c'est 30, 60 et 120, comme ça, plus d'erreurs. Wannabe Kaze qui me dit « Monsieur Bruno, j'aime beaucoup, est-ce qu'avec une longue focale, j'aurais plus de flou qu'avec un grand angle ?» C'est l'éternelle question qu'on me pose à peu près une fois par semaine, mais cette question est extrêmement intéressante. Non, tu n'auras pas plus de flou avec une longue focale qu'avec une courte focale, à condition que tu aies le même cadrage. La plupart des gens font des plans larges avec les courtes focales et des plans serrés avec les longues focales, donc forcément on a l'habitude de voir plus de flou dans une longue focale que dans une courte. Même cadrage, même flou. Alors bien sûr, je te dis même flou, c'est même quantité de flou, mais pas le même rendu de flou, pas la même sensation. Avec la longue focale, comme tes éléments paraissent plus proches, comme écrasé sur ton personnage et donc plus large, bah forcément on a une sensation de flou qui est peut-être un peu plus importante qu'en courte focale, où il y a plus d'objets, il y a plus de choses, on voit plus de décors. Et donc forcément étiré, resserré, etc., bah t'as pas la même sensation de flou. Et comme les objets paraissent plus gros dans ton arrière-plan avec une longue focale, et bah la sensation de flou paraît plus grande. Mais c'est juste une sensation. Si je dois te répondre d'un point de vue technique pur, c'est le même flou, c'est la même quantité de flou, on va dire, entre la courte et la longue focale. Le rendu n'est pas le même, à toi de voir ce que tu souhaites.
David Koskas, mon David, qui me dit « J'aimerais faire en sorte que le rideau noir que je mets derrière moi en fond devienne très noir sans que ça m'assombrisse au moment du montage. » Pour faire ça, c'est simple. Je regarde souvent tes vidéos, donc je me souviens un petit peu comment ça se passe avec ton fond noir. Tu es un petit peu collé dessus, un peu trop proche, et tes lampes l'éclairent. C'est un fond noir qui est très lumineux. Pour réussir à avoir un fond bien noir, il va falloir premièrement que tu te décolles du fond, que tu t'écartes au maximum, et que tu déplaces tes projecteurs. Tes projecteurs sont comme ceci, donc ils t'éclairent toi et le fond. Si tu les écartes sur le côté, ils n'éclairent plus que ton visage et plus le fond. Donc tu te décolles et tu tournes tes projecteurs. Martin Pasquier qui me dit « On fait des vidéos dehors et je voudrais savoir comment gérer l'éclairage, le son et l'image, sachant que nous n'avons pas d'argent. » Et alors là, effectivement, si tu n'as pas du tout d'argent, c'est très compliqué de tourner dehors. C'est très très compliqué. Tout simplement parce que tu es à la merci du temps qui fait, du vent, des nuages qui passent, des gens qui parlent, des gens qui crient, des gosses qui crient, de tout ça. Donc c'est très compliqué de tourner en extérieur sans argent. Je vais te donner 3 petits conseils, comme ça tu n'as rien à débourser. C'est 3 petits conseils qui paraissent bêtes, mais si tu y penses tout le temps, tu vas voir que tu vas gagner en qualité. Premier conseil, si tu dois tourner un objet, une personne, quelque chose de précis, mets-le à l'ombre. Parce qu'au soleil, tu vas sentir tout de suite les différences de luminosité, c'est-à-dire que si un nuage qui passe, ça s'assombrit d'un seul coup, donc tu es obligé de refaire ton plan, tu es obligé de couper, refaire ton diaph, etc. Si tu le mets à l'ombre, la différence de luminosité quand un nuage passe ou quand il y a un petit truc, se sentira beaucoup moins. Et puis en plus de ça, la lumière est très diffuse à l'ombre, c'est plus joli en règle générale. Deuxième conseil, évite d'avoir et une zone à l'ombre et une zone au soleil en même temps sur ton image, car ta caméra ne peut pas encaisser de forts contrastes. Tu tournes quelqu'un qui est à l'ombre, évite d'avoir une partie lumineuse, une partie du ciel par exemple, qui serait tellement lumineuse que finalement ça serait complètement cramé, tu n'aurais pas d'informations, ça serait un blanc pas très joli. Donc si tu as quelqu'un à l'ombre, ne prends que de l'ombre, si tu as quelqu'un au soleil, essaye de ne prendre que du soleil. Troisième conseil, si jamais tu es dans un lieu qui est un peu bruyant, dès que tu tournes un plan, mets-toi dos à la zone qui est le plus bruyant. En lui tournant le dos, ton micro lui tourne le dos aussi, et donc tu entendras beaucoup mieux ce qui se passe devant toi. Ça paraît con, mais on n'y pense pas forcément. Donc si je récapitule, en extérieur, sans argent, je tourne le dos au bruit, j'essaie de me mettre à l'ombre, en tout cas mon objet à l'ombre, et j'essaie de ne pas avoir de partie qui soit à la lumière dans mon image, c'est-à-dire pas de fort contraste. Alors T and the Mugs qui me dit « Question bête », alors non, déjà il n'y a pas de question bête, je te rassure. Est-ce que les formats ont un impact sur le poids des fichiers, à la fois pour la caméra, l'ordinateur, l'upload et la lecture en ligne? Y a-t-il un format à privilégier si on n'a pas du matériel super performant et si on veut que le plus grand nombre de viewers puissent regarder la vidéo sans bug? Ça fait beaucoup de questions et je vais essayer de répondre à tout très rapidement. Premièrement, oui, le format a un impact sur le poids de ton fichier. Le format va impacter sur le débit, mégabits par seconde. Plus tu as de débit, plus tu as d'informations dans l'image, mais plus elle est lourde, c'est logique. Donc évidemment tout ça va dépendre de ta caméra, donc la sortie de ta caméra, il y a une première compression, à la sortie de ton montage, une deuxième compression. Par contre à l'entrée de YouTube, c'est YouTube qui le compresse à sa façon, donc là il n'y a pas de souci. Tu aurais pu tourner dans un format quasiment illisible par la plupart des ordinateurs, YouTube le met de façon à ce que ce soit lisible par tous. Ça sera au viewer de choisir entre SD, HD et 4K en fonction du débit qu'il a chez lui. Le format privilégié pour le montage, alors là ça se complique un petit peu, c'est pas tant le mégabit par seconde qui est important, c'est plutôt la façon dont c'est compressé. Pour un montage simple et efficace, sur un ordi qui n'est pas très puissant, je te conseille de gérer avec des proxys. Les proxys, c'est simple, ce sont des fichiers en basse qualité qui sont aujourd'hui gérés intégralement par ton logiciel de montage. C'est un logiciel comme Final Cut 10 ou Premiere. Tu lui crées des proxys, il le fait automatiquement, tu montes sur tes proxys, donc sur tes fichiers de basse qualité, et au moment de l'export, tu lui dis « Ah bah non, en fait, le fais pas à partir des proxys, mais des fichiers originaux, qui sont en bonne qualité. » Je ferai une petite vidéo là-dessus parce que c'est assez intéressant. Si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et je te ferai une petite explication à l'écrit qui sera peut-être beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Merci à tous pour vos commentaires, vos messages, vos questions. N'hésitez pas à poser un maximum de questions, je vais essayer de faire ce genre de vidéo le plus souvent possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tout le monde, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, pas d'excuses, soyez le plus créatif possible, testez un maximum de choses. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à la semaine prochaine.